Bienvenue sur le plateau de Congo Kiosque et surtout tous nos vœux de bonheur et de prospérité pour cette année 2015 qui commence. Nous allons aujourd'hui faire une rétrospective de l'actualité en RDC. Quels ont été les faits les plus marquants de l'année en RDC? Cela va bien évidemment des expulsions de nos compatriotes du Congo-Brazzaville à la visite de John Kerry à Kinshasa et également le front contre la révision constitutionnelle, le discours sur l'état de la nation de Joseph Kabila, le retour de Moïse Katumbi à Lubumbashi, ainsi que le cantonnement des FDLR à Kisangani. Autant de sujets que nous allons aborder aujourd'hui avec nos 4 invités qui nous ont fait l'honneur d'accepter notre invitation. Et sans plus tarder, je m'en vais donc vous les présenter. Félix Tshisekedi Tshilombo, merci d'être là parmi nous. Vous êtes secrétaire national aux relations extérieures de l'UDPS. Nous avons également parmi nos invités M. Benjamin Stanislas Kalombo, qui est président de la PRODEC. Bonjour. Bonjour. Le professeur Nicole Ntumba Boache, qui est secrétaire fédéral de l'UNC Belgique. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Le docteur Jean-Jacques Mbungani, qui est le représentant MLC Benelux. Et pour nous accompagner durant cette heure, à notre hôte, l'administrateur directeur général de Matonge TV, Ramsès Ramazani. Ramsès, bonjour. Bonjour. Et bonne année. À toi aussi. Voilà, sans plus tarder, nous allons donc, avec nos invités, aborder les points que j'ai évoqués en introduction. Je me tourne vers vous, Félix Tshisekedi. Si vous aviez un élément ou un événement marquant pour cette année 2014 qui s'est achevée, quel serait cet événement et surtout quelles leçons vous en tirez? Moi, je dirais merci d'abord pour l'invitation qui me fait cet honneur de venir parler ici au nom de l'UDPS. Moi, je dirais que j'ai 2 événements marquants. Le premier, c'est sur le plan familial, la perte d'un être cher, plus précisément le beau-père de mon frère, Papa Sylvain Baouna. Et le deuxième événement, il est politique. Je dirais que il s'est concrétisé par le sommet de Dakar, de la francophonie, par le discours de M. François Hollande vis-à-vis de Kabila. Donc c'est l'officialisation en fait du fait que Kabila doit partir en 2016. Donc ça fait plaisir de l'entendre de la part de la communauté internationale. Parce on aura que l'occasion. Nous le disions depuis 2011, et ben voilà. D'accord, on aura l'occasion d'y revenir. Benjamin Stanislas Kalombo, si vous aviez un événement, quel serait-il pour 2014? Oui, tout d'abord, merci pour l'invitation. Meilleurs vœux pour tous les téléspectateurs de Télématongue TV. Donc, les événements, il y en a beaucoup. On a été gâtés en événements, mais quant à moi personnellement, je crois que c'est l'expulsion de Scott Campbell. Ça traduit vraiment la nature du régime. Il faut rappeler que Scott Campbell était le responsable du Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme en RDC, expulsé à la suite d'un rapport qui n'était pas favorable au régime. Oui. D'accord. Suite au massacre de jeunes dans l'opération Likofi, soi-disant. D'accord. Professeur Nicole Ntumba-Boatia, vous représentez l'UNC. Si vous aviez un événement marquant pour 2014, quel serait-il? C'est au point de vue personnel. Je crois que c'est l'obtention de ma thèse de doctorat en juin 2014. Je crois que le fait d'entrer dans la grande famille des professeurs de droit à l'université fait que je puisse pouvoir, avec ma modeste personne, apporter une pierre à l'édifice du savoir, on va dire, scientifique à Kinshasa, parce que l'éducation nationale souffre de beaucoup de problèmes. Et j'espère qu'avec ma modeste contribution, je pourrai aussi aider à voir les choses autrement au point de vue de l'éducation. Merci. Jean-Jacques Mbungani, représentant MLC Benelux, un événement. D'abord, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour mon parti, le Mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, et pour moi-même, d'être ici avec mes co-débatteurs pour échanger autour de l'actualité qui concerne notre pays. Effectivement, le fait le plus marquant, et celui qui, à mon sens, touche la majorité des Congolais, c'est les événements marquants de Béni, les tueries des pauvres innocents par des groupes armés, qui est important à soulever parce que ça montre de toute évidence la faiblesse
de nos services de sécurité et de notre armée à pouvoir protéger les populations. C'est pour ça que je préfère le mettre en numéro 1. Cela montre à suffisance que le pays devrait mieux s'organiser et la preuve, comme cela a été dit, le régime sortant est un régime qui a privilégié les individus au lieu de privilégier le grand nombre, c'est-à-dire les populations, surtout les plus faibles, celles qui se trouvent dans l'arrière-pays. On aura l'occasion d'y revenir en développant. Ramsès Ramazani, à vous la parole. Oui, bonjour à vous. En tout cas, très honoré, très fier de vous recevoir ici pour cette émission. Mais il y a des faits qui me laissent un peu perplexe quand j'entends Tshisekedi parler des événements qui l'ont préoccupé avec le discours de François Hollande à Dakar. Mais on a entendu d'autres officiels le dire depuis quelques semaines, quelques mois auparavant, qu'il fallait que Kabila parte. On a vu avec beaucoup des émissaires des Nations Unies, de l'Union européenne, de la société civile au Congo. Et quand j'entends aussi M. Jean-Jacques Mbungani parler des événements de Béni, alors que nous savons fort bien que depuis des semaines, des mois, des années, les tueries allaient se n'ont pas cessé, je ne vois pas comment ces deux faits, je m'arrête à ces deux-là, pouvaient aussi bien les marquer, alors qu'on a connu pour le premier, d'autres officiels en ont parlé, et pour le second, ce sont des faits qui ne sont que récurrents pour la République démocratique du Congo. Mais on l'a bien dit en introduction, ce sont des faits qui ont marqué les personnalités que nous avons bien voulu inviter. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus. C'est pour moi l'introduction pour un peu mettre la chaleur auprès de nos invités. Tout à fait. Alors, Félix Tshisekedi, vous avez évoqué le discours de Dakar de François Hollande, qui recommande aux chefs d'État africains de ne pas tenter l'aventure d'un troisième mandat. Pourtant, votre parti demande un dialogue. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Pas du tout, mais j'aimerais quand même revenir sur ce je vous en prie. dit Ramsès. Vous avez été interpellé. En fait, je parle de Dakar parce que c'est la matérialisation ou l'officialisation de ce qui s'est fait au courant de toute l'année 2014. J'avais très bien compris, voilà, c'était pour mettre un peu de la chaleur, comme je l'ai dit. Tout à fait. Donc Dakar, c'est le point culminant, on va dire, parce qu'il y a eu John Kerry, il y a eu les envoyés spéciaux que nous avons rencontrés à Kinshasa, il y a eu le sommet... John Kerry est moins important que François Hollande? Bon, moi, je ne le mets pas en ordre d'importance, je le mets en ordre chronologique. John Kerry, c'était au début de l'année, autour de mars, je crois. Oh, c'était au mois de mai. Mars-avril. Oui. Au mois de mai, il y a eu les envoyés spéciaux, tous de la communauté internationale. À l'époque, il y avait encore Mme Robinson pour l'ONU. Ensuite, il y a eu le sommet Afrique-États-Unis au mois d'août. Et pour finir, en novembre, avec le point culminant, enfin que je considère comme culminant, et qui convergent tous dans le même sens, c'est celui de dire pas de troisième mandat pour Kabila. Mais est-ce qu'il faut un dialogue pour ça, pour s'en assurer? Est-ce qu'il faut Alors, revenons au dialogue. Le dialogue, d'abord, nous ne l'avons pas demandé. Le dialogue est une proposition de la communauté internationale. Il faut bien le comprendre. Et la communauté internationale, qui s'inquiétait de cette crise politique post-électorale qui sévissait déjà au pays depuis tout ce temps, est venue vers les acteurs politiques pour dire il faut absolument baliser la voie, le chemin du processus politique pour qu'on ait des élections crédibles, parce que je ne vous apprends rien si je vous dis qu'en 2011, les élections n'étaient pas crédibles. Donc, balisons la voie, allons à des élections crédibles et apaisées. C'est ce qui explique que l'UDPS a été séduite par cette idée, parce que c'est la meilleure voie, en tout cas la plus sûre, d'arriver à ce processus dit crédible et apaisé. Mais ce n'est absolument pas pour le partage d'un pouvoir quelconque, ou pour permettre à Joseph Kabila de se repositionner et d'obtenir un glissement au-delà de... Parce que le secrétaire général de votre parti a dit très clairement que si dialogue il y avait, c'était pour décider, en fait, de rétablir, je dirais, l'impérium, qui vous a été privé en 2011. Donc c'est un peu là qu'on est un peu perdu. Vous faites allusion à l'accord cadre d'Addis Abeba de 2013 du 24 ou 25 février. Recommande effectivement qu'il y ait ce dialogue-là, mais est-ce qu'aujourd'hui ce dialogue n'est pas illusoire? Ensuite, il y a eu la résolution 2098. 2098, mais tout de même, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas illusoire de demander un dialogue alors qu'il y a une dynamique qui va dans le sens d'un départ sans condition de Joseph Kabila? Ah non, je n'ai pas vu cette dynamique. Au contraire, cette dynamique, c'est nous qui l'impulsons en disant Kabila n'a jamais été élu. Il usurpe un mandat qui n'est pas le sien. Mais vous voulez dialoguer avec lui dans le même temps? Pour le lui dire en face. Attention, ce n'est pas un dialogue que nous demandons à Kabila, je reviens là-dessus encore.
c'est un dialogue que nous propose la communauté internationale. Il se fera, il se tiendra sous l'égide de la communauté internationale. Et comme celle-ci a des moyens de pression que je dirais non négligeables, ben, nous les rajouterons aux pressions que nous avons, c'est-à-dire celles de la population, pour conjuguer nos efforts et essayer d'arriver au même résultat, c'est-à-dire à ce que Joseph Kabila reconnaisse son usurpation et puisse quitter le pouvoir, quitte à, grâce à ce dialogue, arranger le principe et les conditions de son départ. Voilà pourquoi nous Alors, voulons je vais juste donner la parole aux représentants de l'UNC, parce que visiblement, vous, à l'UNC, en tout cas par la voix du président national Vital Kamerhe, vous ne semblez plus du tout être favorable à ce dialogue, alors que vous le réclamiez auparavant. Qu'est-ce qui a changé? Voilà, donc nous voulions le dialogue déjà avant même la tenue des concertations nationales. Très longtemps, nous avons martelé qu'il fallait absolument que l'esprit et la lettre de la résolution 2098 et les accords cadres d'Addis Abeba soient respectés. Et la façon dont les concertations ont été convoquées n'était pas conforme à ces instruments-là. Voilà. Alors on a dit non, pas question, il faut absolument qu'il y ait le dialogue. Nous avons insisté. Tous les jours, nous insistions qu'il y ait ce dialogue. Nous avons même appelé à d'autres partis politiques pour que le dialogue ait lieu. Mais pourquoi est-ce qu'on a changé d'avis? Là, bien, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Simplement parce qu'on a compris que, d'abord, ça devenait inopportun. Pourquoi? Parce que le temps qu'on se perde en conjecture, en planification de la façon dont ce dialogue allait se mettre en place, l'ordre du jour, les commissions qui allaient se faire, les paires d'IM, tous ces préalables-là qui conduisent à la tenue d'un dialogue, eh ben, ça va nous pousser lentement mais sûrement à dépasser le terme du 19 décembre 2016. Surtout qu'on sait que nous, les Congolais, nous avons la fâcheuse tendance de tirer les choses en longueur quand il s'agit d'organiser des grandes conférences comme ça. On a vu ça pour les concertations. On a vu ça pour la publication de ce gouvernement. Une année après, vous voyez comment les choses tirent en longueur. Alors, comme on ne veut pas être surpris à la veille du 19 décembre, que les élections vont avoir lieu et qu'il y a le fameux dialogue qu'on demande, eh ben on s'est dit non, plus question, c'est le départ, hic et nunc, il n'y a plus de dialogue, plus question. C'est notre point de vue. Jean-Jacques Bongani, votre parti est dans le gouvernement de cohésion nationale, vous allez nous confirmer si c'est effectivement le cas, mais votre position par rapport à ce dialogue, quelle est-elle? D'abord, je pense que le MLC, c'est connu de tous, n'est pas partie prenante à ce gouvernement. Vous avez 3 ministres. C'est une boutade, à mon avis, j'ose espérer, parce que ceux qui sont allés là-bas sont allés à titre privé. Mais j'aimerais revenir sur... Vous confirmez qu'ils... J'aimerais revenir sur le dialogue. J'insiste. Non, ils sont pas... Le MLC n'est pas... Ils sont exclus. Ils sont exclus, c'est connu. Jean-Pierre Bemba a écrit un courrier dans ce sens, et tous les partis politiques sérieux sont au courant de ce fait. On a eu l'opportunité d'avoir la visite de conseillers de l'ambassade américaine en RDC et d'autres diplomates de haut rang des chancelleries internationales, ce qui veut dire que c'était une fronde et c'est connu, bon, ils n'ont qu'à faire leur parcours. Mais je reviens sur l'importance du dialogue, ou non, tel que ça a été explicité ici. Moi, je pense que je rejoindrai l'avis du représentant de l'UDPS parce qu'il faut prendre la communauté internationale à témoin. On parle d'un Joseph Kabila ou d'un régime comme s'il s'agit des gens qui sont gentils, qui demain partiront comme ça, vous laisseront le pouvoir parce que c'est la fin du mandat. Non, tous les faits sont là. Ils ont mis en place un gouvernement de cohésion, mais c'est un gouvernement de combat, avec des gens bien outillés pour pouvoir préserver le pouvoir. Ils sont pas ceux qui vous laisseront la tâche facile. Vous pensez qu'un dialogue le calendrier électoral avec Malou, malgré la réticence de l'opposition, mais eux, ils ne font qu'avancer. Donc, il est important aujourd'hui, pour éviter que le sang du peuple congolais puisse couler à nouveau, que les partis politiques responsables s'assiedent, surtout que la communauté internationale est derrière. Il a fait aux concertations nationales. Nous avons été, mais voilà, je vais vous dire, nous avons été aux concertations nationales. Quel résultat?
Aujourd'hui, nous sommes conscients que ça n'a pas donné les résultats escomptés, mais le MLC sera toujours là quand il s'agira du parler du Congo. Voilà la raison pour laquelle nous sommes pour, si cela se fait, de la tenue d'un dialogue entre Congolais, mais sous l'égide de la communauté internationale. J'allais dire, justement, vous avez posé la question, est-ce que le dialogue ne vous fragiliserait pas davantage, puisqu'on a vu, Henri vient de le dire, lors des concertations nationales, cela a abouti à 3 ministres qui sont rentrés dans le gouvernement, mais qui ne sont plus du MLC. Vous ne pensez pas que les dialogues, les concertations, les rencontres, tout cela fragilise les partis politiques, d'autant plus que les gens n'ont pas de métier, beaucoup sont dans les partis politiques qui n'ont pas de boulot. Non, mais c'est vrai. M. Ramazani, le problème des fois de la presse, c'est de prendre les questions d'un bout à l'autre. Le MLC, lorsqu'on a été aux concertations nationales, il était clair, le message du président du parti était que nous allons discuter du Congo, des problèmes de notre nation, mais sans partage de pouvoir. Cela était clair. Mais maintenant, on ne peut pas empêcher des individus qui veulent vite aller à la mangeoire de négocier pour aller au gouvernement. Des individus qui sont partis non, mais écoutez, quand on parle des partis politiques, on ne doit pas rester sur des individualités. Aujourd'hui, un grand parti comme l'UDPS, on connaît l'histoire, il y a des gens qui, pour des raisons XY, ont quitté ce parti, mais le parti demeure. Un parti qui a une trentaine d'années, le MLC est un parti qui a 16 ans. Les gens, pour des velléités XY, partiront, le parti va demeurer du moment qu'il y a ce qu'on appelle la base du parti. On l'a compris. Benjamin Stanislas Kalombo, je boucle avec vous le tour de table. Nous étions partis sur l'idée de dialogue, mais vous avez certainement l'un ou l'autre commentaire à faire à ce sujet. Vous qui, je le rappelle quand même, vous faites partie de la coalition pour la Cour pénale internationale. Vous êtes connu surtout pour vos analyses. Vous menez beaucoup d'actions ici à partir de la Belgique pour justement sensibiliser l'opinion quant aux enjeux. Et surtout, vous êtes très très au fait de l'évolution de la situation, notamment au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, dont on attend toujours, c'est le moins qu'on puisse dire, la publication du calendrier électoral. Ok. Donc, pour moi, je vais essayer de couper la poire en deux. Donc, le dialogue, pour nous au niveau de la PRODEC, on appuie le dialogue. Pourquoi? On appuie le dialogue, mais sans exclure l'autre solution qui est de chasser Kabila d'une autre manière par un soulèvement populaire et autres. Mais on n'exclut pas. Donc le problème avec les partis politiques, ils sont exclusifs, me semble-t-il, dans la stratégie. Donc on peut bien appuyer le dialogue tout en continuant d'autres stratégies. L'un n'exclut pas l'autre. Mais je pense, pour revenir pour le dialogue, pour nous, au niveau de la PRODEC, on appuie le dialogue, un dialogue restreint, qui est concentré Qu'est-ce que vous appelez dialogue restreint qui serait éligible pour y participer? Bien sûr, on a vu au niveau je prendrai l'exemple du forum de Washington, il n'y a eu que quelques partis et il y a eu des échanges. Donc ça ne sert à rien d'élargir l'assiette, ça va nous amener au-delà du calendrier au-delà de... Et les forces politiques réelles du pays sont connues. Donc des échéances électorales. Donc on peut restreindre un dialogue en 2-3 jours, point, avec la communauté internationale qui dicte les points à débattre. On débat sur le dossier de Kabila, il part ou il part pas, ok, il reste. On prend le calendrier électoral. On n'est pas en 60 où on doit nous dicter les points à débattre. On va le laisser terminer. Vous allez réagir. Allez-y, M. Kalombo. On connaît comment ça fonctionne avec les Congolais. On a vu ce que ça a donné. Je crois que vous étiez là lors des négociations avant Sun City. C'est que ça a donné comme foire et les gens pour finir venaient que pour le perdième. Donc, mais je prends l'exemple du forum de Washington où il y a eu un tri, entre guillemets, et les gens se sont parlé, et je n'ai pas vu les autres partis qui n'étaient pas représentés rouspéter. Parce que les thèmes abordés concernaient tout le monde, ils ont échangé, bon, ça a donné ce que ça a donné, mais je pense que, vu le temps qui reste pour la fin du mandat, on ne peut pas se permettre de... Il reste 24 mois. Voilà. 24 mois. C'est un dialogue à l'extérieur alors? Non, un dialogue au Congo sur 2 jours. Malheureusement, les Congolais, ils sont tellement désordonnés dans de telles situations qu'il faut absolument un arbitre étranger. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc, on définit les thèmes. Kabila part ou il part pas. On pose les conditions, il part pas, bon, il reste. S'il faut réduire ses prérogatives, on les réduit. Et on parle, pour nous, uniquement du calendrier électoral. Pourquoi ne pas attendre la fin du mandat qui est dans 24 mois?
Donc, mais ce sera mais il n'y aura pas de fin de mandat dans 24 mois. Thèmes, ils vont vous mettre sur le fait accompli du glissement. C'est des thèmes à aborder, mais pour nous, au niveau de la PRODEC, on appuie uniquement la problématique du recadrage de la CENI. C'est essentiel. Félix Tshisekedi. Parce que, je vais terminer, parce que pendant que les partis politiques se perdent en conjoncture, Malou Malou continue. Il n'a pas apuré les 9 millions de faux électeurs qu'il y a dans le fichier électoral. Il a déjà publié, me semble-t-il, déjà des listes électorales provisoires. Donc, la machine continue. Vous allez être devant un fait accompli, allez voter, et puis ça va aller dans tous les sens. Je crois qu'il faut être réaliste et poser le problème tel qu'il est. D'accord. Félix Tshisekedi. Oui, je voudrais réagir déjà pour dire que le problème de la composition ou de la présentation de ce dialogue a, je crois, déjà été réglé par le fait que les envoyés spéciaux qui nous ont rencontrés à Kinshasa ont eux-mêmes, sur des critères qui sont les leurs et qui, je pense, sont objectifs, ont reçu les partis politiques d'abord séparément, en écoutant et en relevant, en notant bien leur cahier de charges, et ensuite, collectivement, on a eu même un débat contradictoire avec les partis politiques qui représentaient plutôt Joseph Kabila. Et il y avait même aussi la CENI qui était là, représentée par l'abbé Malou Malou. Donc on a eu à faire un tour de la question, et je crois qu'au niveau format, le problème a été réglé. Alors pour revenir à ce qu'on disait à propos du dialogue lui-même, quand j'entends la représentante de l'UNC dire qu'elle a des raisons, enfin ils ont des raisons de craindre à l'UNC un certain débordement ou un dérapage des choses préalables au dialogue, moi je crois... Aller au-delà de oui. 2016. Aller au-delà de 2016, ce que je voulais dire. C'est ça, mais je pense que ces raisons ne sont pas fondées. Ouais. Parce que tout simplement, Vital Kamerhe, qui est votre président, avait assisté avec nous à ces contacts, et il était totalement d'accord sur la façon de se dérouler des choses. D'ailleurs, il a été un des intervenants importants, dont l'idée d'ailleurs a été reprise pour dire, bah, tiens, la communauté internationale se sent renforcée par cette prise de position, et donc nous allons avancer davantage. Et je dirais que je déplore ce genre d'attitude, parce que c'est ça qui discrédite parfois la classe politique congolaise. Félix, excuse-moi de te... non, je termine juste par là. Oui, voilà, après je justement, c'est à cause de ce genre de position-là, de ce genre de revirement, j'allais dire, que les hommes politiques congolais ne sont pas pris au sérieux, et que, bon, finalement, nos interlocuteurs de la communauté internationale se disent, oui, mais à quoi bon suivre ce genre de position, parce que demain ou après-demain, cette même position peut changer et se rapprocher de celle de Kabila. Nous pensons, pour éviter des scénarios qui seraient porteurs de déstabilisation, ou en tout cas de risque de ça, qu'un dialogue sous l'égide de la communauté internationale, je le souligne bien, serait la solution idéale pour éviter même ce glissement. Ce que dit Stanislas d'Aprodec est à prendre au sérieux. Il y a une sorte de stratégie de pourrissement que mène Joseph Kabila et sa bande. Donc ils vont essayer de faire traîner les choses pour que, à la veille de 2016, ils se mettent à faire constater à tout le monde que le processus électoral n'est plus possible et qu'il faut passer au-delà de 2016. Non, plus possible avant 2016. Donc, il faut faire très attention. Il faut obtenir, par la voie pacifique, j'entends donc la solution du Congo, et c'est le dialogue. Sinon, nous aurons le Burkina Faso, mais si nous avons le Burkina Faso, personne autour de cette table ni ailleurs ne pourrait dire ce qui adviendrait. Voilà. Merci beaucoup, M. Zouzi. Félix, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites par rapport à la tenue du dialogue. Le principe du dialogue, nous ne rejetons pas le principe du dialogue. M. Félix Tshisekedi a dit clairement que Vital Kamerhe a été une girouette dans ce cas-là. Une girouette? Non, je vous explique ce que... Je répète en un mot ce qu'a dit M. Félix Tshisekedi. D'accord, je vous explique qu'il n'a pas dit girouette, de toute façon. Bon, je vous explique simplement Voilà. Est-ce que je peux exprimer? Merci beaucoup. Je dis simplement ceci. Rappelez-vous, avant, au lendemain justement des accords cadres d'Addis Abeba, ok?
et du 28. Quand Kabila a convoqué les concertations nationales, nous avons dit non. Nous voulons le dialogue au sens du 2098, résolution 2098. Mais à l'époque, quand nous voulions ça, on n'a pas vu beaucoup de partis politiques nous suivre. Quand on a voulu ce dialogue-là, quand on a insisté qu'on veut ce dialogue, il faut le dialogue. Je me souviens très bien. Le président a dit qu'il voulait ce dialogue. Je n'ai pas vu les autres partis politiques nous suivre dans cette hargne de récupérer ce dialogue au sens du 2098 et qui a été transformé en cette convocation, cette espèce de congrès du PPRD. Je n'ai vu personne. Bon, maintenant le temps passe. On a eu ce qu'on a eu. Il y a eu débauchage. Il y a eu ceux qui ont voulu aller sont allés. Ok, passons. Mais maintenant que le temps approche, à 1 année, 2 ans, si vous nous garantissez que le dialogue dont vous parlez, c'est effectivement sous l'égide de la communauté internationale, ce dont on est d'accord, et que ça se passe alors comme la communauté internationale le prévoit selon ses résolutions, d'accord, mais pas dans le format tel qu'on l'a vu pour les concertations nationales. Parce que nous avons vu que nous, les Congolais... Non, moi je suis étonné que Mme Boacha, qui est au fait des choses juriste de surcroît, puisse ramener le dialogue aux concertations. Mais non, parce qu'à Washington, où le président Kamere était là, ça a été clairement dit que ça se ferait sous l'égide de la communauté internationale, initiatrice des contacts. Mais je l'ai dit. Donc en fait, moi je pense qu'il ne faut pas se dire. Non, sous l'égide de la communauté internationale. Voilà, peut-être sous un format réduit. Mais ce que je dis, pas comme c'était pour les concertations nationales. Moi je dis ceci, format réduit peut-être, mais pas en tout cas comme... Voilà. Ça la politique étant dynamique, le volte-face, ce qui fait la faiblesse de l'opposition, aujourd'hui est revêtu par l'UNC. Parce que l'UNC se retrouve seul contre le dialogue, alors que la majorité des partis politiques, y compris la société civile, demande d'aller au dialogue. Mais on comprend. Mais de la même manière, le MLC, c'est allé seul aux concertations nationales sans l'UDPS et l'UNC. C'est ce qu'on appelle une dynamique de politique. Monsieur Ramazani, je dis simplement ceci. Faites très attention. Faites très attention à la façon dont nous allons vers 2016. OK ? Le dialogue, je répète ici, devant témoins, devant les téléspectateurs, nous ne sommes pas contre le dialogue, de parler entre nous, pour le départ, comme Félix l'a dit, ou non de monsieur Kabila. Nous disons simplement ceci, ne soyons pas distraits à la manière dont ce dialogue va être fait, qu'on les tire en longueur pour qu'on puisse dépasser le terme de 2016. Personne ne veut à ce type au-delà du temps. Si c'est ça, on est d'accord. Personne ne veut ce type de dialogue. Voilà, c'est ce que je dis tout Madame simplement. Touma, donc au-delà du temps, vous êtes preneur du dialogue dans un format, comme l'a dit Félix Tshisekedi, sous l'égide de la communauté internationale. C'est pas ce que le président Kabila a dit. Justement, donc je vois une évolution. Mais d'accord, mais je voulais vous dire, est-ce que je vais m'adresser à Félix Tshisekedi, est-ce que vous pensez que l'opposition, bien l'UDPS, a-t-elle une stratégie par rapport à 2016? Je vais m'expliquer. Tout le monde s'évertue à penser à ce que Kabila puisse se représenter pour un 3e mandat. Supposons, est-ce que vous avez dans vos états-majors pensé au fait que Kabila n'est pas candidat, il ne se représente pas, mais un de ses pairs, quelqu'un d'autre, est candidat à la présidence de la République, et naturellement, la CENI réservera les suites qu'elle voudrait. Est-ce que vous pensez à ce schéma-là? Parce que toute l'énergie va vers le 3e mandat. Mais il peut y avoir autre chose aussi, qui perdurera le régime Kabila. Le seul schéma auquel nous pensons, c'est celui, et nous sommes là, je suppose en tout cas, sur la même longueur d'onde que la communauté internationale, c'est celui du balisage de la voie vers des élections apaisées et crédibles. Et nous ne voyons pas... Déjà, Kabila n'est pas candidat, c'est des élections apaisées. Pour nous, il n'a déjà pas le droit d'être président maintenant, c'est un usurpateur. Donc, forcément... Mais vous voulez dialoguer avec lui? Forcément, oui, mais forcément pour lui expliquer en face, de manière pacifique, qu'il est usurpateur, avant que ça ne change de forme. Je vous ai dit ici que nous préférons le dire de manière pacifique, plutôt que d'arriver à un scénario à la burkinabé, où plus personne ne contrôlera, à commencer par lui, la situation. Donc il vaut mieux parler en personne civilisée, plutôt que d'attendre quand la déferlante
Oui, monsieur Jean-Jacques Mbongani, oui. Je voulais dire par là que nous supposons que nous sommes sur la même longueur que la communauté internationale à ce sujet, qui veut, comme nous, que les prochaines échéances électorales soient apaisées et crédibles. Et surtout pas de troisième mandat pour Kabila. Oui, mais ça, mais il y en a déjà, pas celui-ci, je vous ai dit. Ce mandat, il usurpe déjà. Donc, forcément, troisième mandat, il n'y aura pas pour lui. Bon, alors, pour y arriver, il y a plusieurs scénarios. Mais moi, j'en retiens deux. Il y a soit le dialogue, la voie pacifique, ou alors le soulèvement populaire. Bon, il y a le coup d'État, il y a tout ça, bon, ça c'est autre chose. Ou le soulèvement populaire, parce qu'on en parle depuis qu'il y a eu Burkina Faso, etc. Et nous disons, pour éviter, évidemment, que la situation soit incontrôlable pour nous tous, le dialogue est important. Et donc, tant que ce dialogue ne s'est pas tenu, on ne peut pas faire le genre de stratégie que vous... On ne peut pas penser au genre de stratégie que vous évoquez. On ne pourra pas arrêter le temps. Attendez, je termine par là. On ne peut pas penser au genre de stratégie que vous évoquez parce que les élections n'auront pas lieu d'être à ce moment-là. On ne peut pas aller, je vous dis, dans les circonstances actuelles, et d'ailleurs la communauté internationale surveille de très près, vous avez suivi aussi comme moi, qu'elle exige un calendrier global pour les élections à l'abbé Malou Malou. Donc c'est clair qu'il y a quelque part une surveillance, la même que la nôtre, peut-être sur une autre dimension, mais la même surveillance que nous au sujet de ce processus électoral-là. Donc on ne pourra jamais aller à des élections crédibles tant que les conditions ne seront pas satisfaisantes. La même question. Pourquoi parler de 2016, de candidats hypothétiques, tant que les préalables ne sont pas réglés? Merci, M. Alors, à votre avis, il y a beaucoup d'énergie pour le troisième mandat, supposons, comme je l'ai dit, pas de troisième mandat, mais le temps, on ne peut pas l'arrêter. On arrive en 2016, 2 décembre. Le PPRD, la majorité propose un autre candidat. Est-ce que vous avez une stratégie? Oui, voilà. Donc, je crois que souvent, on repose les mêmes questions, mais bon, je vais peut-être être un peu plus explicite. En réalité, le souci d'une tenue d'élection apaisée est autant pour la communauté internationale que pour les partis politiques de notre pays et pour le peuple congolais. Donc, nous, dans notre parti, nous voulons aller dans les élections futures, mais dans le respect du calendrier électoral tel qu'il a été défendu par l'opposition. Mais on est en face de la CENI, orchestrée par Malou Malou, qui veut nous imposer un schéma. Et nous sommes conscients que si on ne s'assied pas, si l'opposition au départ n'est pas unie, n'a pas un même discours face au pouvoir, qu'il y aura inévitablement un glissement qui va biaiser tout le processus. Voilà un peu notre souci. Quel est l'avantage de Kabila d'organiser un dialogue? L'avantage de Kabila d'organiser un dialogue. Mais c'est pas ni l'avantage de Kabila. Tout doit se faire pour l'intérêt majeur du peuple congolais. Voilà un peu. On l'a vu lors du gouvernement, on a attendu 14 mois parce qu'il n'avait aucun intérêt. Le gouvernement de Joseph Kabila, c'est le gouvernement de Joseph Kabila. Ça ne concerne pas tous les autres partis politiques d'opposition. Mais si le dialogue lui sera défavorable, en quoi tiendrait-il à ce qu'il ait lieu? Non, il y a eu quand même beaucoup d'appels de la communauté internationale pour demander aux acteurs politiques de notre pays de s'asseoir et de parler. De manière incisive, le discours de Dakar appelle quand même aux chefs d'État qui sont fin mandat de ne pas aller au-delà, sinon... C'est un peu romantique comme approche quand même. Non, mais ça c'est notre point de vue. Hein, non, parce que tout de même, vous semblez attendre vraiment la lune de la part de la communauté internationale. Non. La communauté internationale, vous voulez qu'elle fasse un dialogue sous son égide, mais les Congolais sont incapables d'organiser ce dialogue entre eux. Non, je pense qu'il y a un problème. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a deux choses. C'est pourtant l'impression que vous donnez. Non, pas du tout. Parce que vous ne pouvez pas exiger une chose et son contraire, et vous devez être conséquent précisément. Et c'est ce que nous attendons des partis politiques. Vous pensez que tous ces hommes, avec l'importance qu'ils ont été à Addis Abeba un jour de février 2013 pour faire plaisir. On en est où? Voilà. Ensuite, ils se sont réunis toujours en représentant leur pays aux Nations Unies avec une via le Conseil de sécurité pour dire on prend la résolution 2098 et donc tout ça c'est pour le fun pour vous. Mais non, entre-temps, il ne faut pas oublier qu'il y a c'est un processus. Il y a toute une procédure politique, juridique et tout ça qui doit accompagner cela, hein, et qui fait que ça ne va pas se décider à une date précise. Il faut que toutes les positions, enfin une date indiquée, parce qu'il faut rencontrer tout le monde, et c'est ce que la communauté internationale a fait au mois de mai et juin dernier, rencontrer tout le monde, entendre les desiderata des uns et des autres, et seulement
convenir d'une date ou d'un schéma qui organiserait ce dialogue. Donc ce n'est pas du tout une chimère. Arrêtez de croire que nous sommes comme des gamins en train d'attendre un hypothétique cadeau du Père Noël qui tomberait du ciel, etc. Non, mais bon, vous êtes pessimiste, ça c'est votre droit, non, ce n'est pas mais nous ne le sommes pas. Mais surtout venant d'un parti qui a quand même été au concertation. Mais ça ne change rien, mais la dynamique, comme je dis tantôt. Nous pensons que plus le temps passe... de rester passe, cohérent, c'est très important aussi. Nous pensons que s'y retrouver. plus le temps avance, plus les jours passent, plus cette réalité se fait jour. Quelqu'un a parlé ici de l'avantage qu'aurait Joseph Kabila à organiser cela. Moi, je dirais, mais ça lui permettrait d'éviter de se faire défenestrer. Parce que, croyez-moi, s'il ne se passe rien... La chance-là, vous pensez qu'il va... c'est d'avoir oui, mais il vaut mieux partir avec les honneurs que partir par la petite porte à la Compaoré, par exemple, je dirais. Donc, pour revenir à ce que je disais, j'ai dit, voilà, s'il ne se passe rien de concret, à la fois par rapport à Joseph Kabila. Vous avez un deadline par rapport à ça? À la fois, vous avez un ça, c'est très intéressant. J'en parle. S'il ne se passe rien de concret, à la fois par rapport à Joseph Kabila et à la fois par rapport au processus électoral, à peu près. En 2015. Peu importe. En 2015. Pour moi, 2015, c'est vraiment la date limite. S'il ne se passe rien en 2015, je crois que les jours de Kabila seront comptés. Absolument. Là, je crois que je suis du même avis que Félix. Parce que si en 2015, il n'y a rien, donc, mais je pense sincèrement que le régime en est conscient. Et quand on voit comment le régime est en train de boutiquer, publier le calendrier, alors que tout le monde attendait d'abord qu'il y ait nettoyage du fichier électoral, ça n'a pas été fait. Ils publient des listes électorales, on ne sait pas comment, puisque bon, sur les listes, il y a des morts, il y a des enfants enrôlés, comme vous avez vu les images en 2011, et tous ces enfants-là sont listés, là. Et tous ces étrangers qui n'ont pas été enrôlés, tous les Congolais qui sont partis à l'étranger, qui figurent toujours sur la liste, alors qu'il aurait été judicieux de faire rappeler tous ces électeurs pour qu'il y ait une identification physique des électeurs. Ça permettrait de nettoyer déjà sans passer par... un moment, je vais vous évoquez par rapport à la CENI. Par rapport à la CENI, il est important, la publication de ces listes. Non, c'est des camionnettes de la CENI qui circulent dans la ville au ralenti et donnent les listes à des passants. Ce n'est pas de l'affichage, je l'ai vu à la RTNC hier encore. C'est vraiment une désordre absolue. Vous parlez du calendrier électoral que vous attendez, hein, ce qui est tout à fait légitime, mais comment vous interprétez alors la tentative, ça a été rappelé le 27 décembre dernier, hein, puisqu'il s'agissait de la session extraordinaire du Parlement, justement, de toucher à la loi électorale. Comment vous interprétez cela? Est-ce que ça ne va pas, d'une certaine manière, faire en sorte que le calendrier, en tout cas sa publication, soit indexé à une modification de la loi électorale? Exact. Puisque bon, là, je crois que tout le monde a suivi le président de l'Assemblée nationale, Robert Minakou, qui a rassuré quelque part l'opinion, dans le sens qu'il n'y aura pas modifié, on ne va pas toucher à la Constitution, mais il a lâché quelques petites phrases pour dire qu'ils vont faire des retouches au niveau de la loi électorale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est toujours dans le schéma du discours, le précédent discours de Joseph Kabila, qui avait rassuré un peu tout le monde et qui disait que les élections se feront suivant à la date prévue. Donc on voit où est-ce qu'ils veulent nous emmener. Donc, pour éviter de retoucher l'article, je crois, 197, je pense, oui, qui dit que les élections au niveau se font au suffrage universel, oui, sans préciser, mais eux, ils vont apporter des précisions au niveau de la loi, pour dire que ce sera indirect. Là, on aura des élections au 2e degré, et ils vont faire un forcing, et ils vont aller forcément dans le mur, puisque tout ce qu'il y a autour, au niveau des découpages, c'est encore le flou absolu. Au niveau de l'installation de juridictions locales pour les contentieux électoraux, c'est pas clair non plus. Mais ils sont capables de faire un forcing sans tout ça, hein, puisque bon, on connaît la nature du régime. C'est ça que je dis à nos amis de l'opposition, il ne faut pas exclure toutes les stratégies, il faut aller avec toutes les stratégies. Autant vous parlez du dialogue, en même temps vous chauffez la population.
Donc, il ne faut pas se focaliser sur une stratégie unique. Donc, mais le régime, quand on voit comment le régime fonctionne, donc le régime est en place pour perdurer. Ça, il faut se mettre bien en tête. Absolument. On va dans un schéma de confrontation. Et je crois que Jean-Jacques l'a rappelé sur les réseaux sociaux, avec la désignation du général Etumba comme gouverneur, je crois. Disons que normalement, donc, après la mort de M. Kouagalo, dans les 30 jours, la CENI est obligée d'organiser des élections. Bon, bien que généralement c'est toujours au-delà, nous avons des signaux comme tels que la majorité présidentielle présentera un candidat, un ancien général, à la retraite. C'est de bon droit de la part de la majorité. Mais ça nous donne des indices que c'est un régime qui veut se pérenniser et il faut le prendre à la mesure de leur forfait. Alors, professeur Ntumba Boatia, je reviens vers vous. Nous allons aborder un autre événement de l'année. Nous aurons l'occasion aussi d'en parler avec Jean-Jacques Mongani, notamment avec la libération de Fidel Babala. L'arrestation de Jean-Bertrand Iwanga. Alors, je voudrais vraiment ici que vous qui représentez différents partis d'opposition réagissiez un peu à ce qui ressemble quand même à un déni de démocratie. Est-ce qu'en 2014, comme ce fut le cas donc l'année passée, est-il concevable, à un moment où des appels au dialogue sont lancés, au moment où on parle de cohésion nationale, qu'un secrétaire général d'un parti, je pense le troisième en importance dans l'opposition, puisse comme ça être arrêté? Je vous confirme que c'est effectivement une parodie de justice et que nous sommes encore une fois devant un appareil judiciaire complètement, mais totalement inféodé par le pouvoir. Je vous en parle, je suis très à l'aise pour vous en parler, simplement parce que j'ai assisté au procès, en tout cas à une des audiences de notre secrétaire général. Mais je peux vous dire que ce que j'y ai vu, c'était tout simplement surréaliste. Comment ça se fait qu'à chaque fois que les avocats soulèvent une exception par rapport à ce que le ministère public soulève comme contre-exception, on va dire, le juge, alors qu'il peut émettre un avis sur le banc, ça c'est la magistrat qui vous parle, l'ex-magistrat qui vous parle, demande constamment une suspension. Et quand il demande la suspension, c'est pour se retirer à l'extérieur. Et quand il se retire à l'extérieur, il fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps pour répondre à une exception qu'il aurait pu donner sur le banc. Et nous apprendrons que quand ils vont débattre de l'exception, c'est simplement pour donner des coups de fil et demander qu'est-ce que Tokomiwap, Torolobanin, qu'est-ce qu'on dit? Le ministère public et la Cour, s'il vous plaît. Je pèse bien mes mots, je sais de quoi je parle. Donc, assister comme ça à la mise en danger, on va dire, à une privation de liberté organisée et orchestrée d'une autorité comme un secrétaire général par le régime, mais où allons-nous? C'est très, très, très grave. Nous savons très bien que c'est la personne du président Kamere qui est poursuivie, in fine, à travers cette arrestation-là, parce qu'on ne va pas revenir sur toutes les tentatives de musellement, même de mort quand il est allé faire sa caravane de la paix à Bukavu, tout ça je n'en parle pas, mais de toutes les façons on a voulu l'avoir, et la façon la plus simple pour l'avoir c'était par le secrétaire général. Parce que les motifs pour lesquels on a arrêté le secrétaire général, on vous dit que c'est incitation à la haine. Oui, c'était à Sainte-Thérèse, lors du 4 août. L'UDPS a participé d'ailleurs à cette... on était main dans la main, c'était une belle démonstration de l'unité de l'opposition, même si parfois on croit qu'on n'est pas unis, on arrive à être unis aussi. Et c'était magnifique à Sainte-Thérèse. Et voilà que notre CG dit des choses, et encore, les images sont là. Il n'a pas sorti les mots qu'on lui prétend. Il a simplement demandé au peuple de renchérir sur quelque chose. Je termine juste. Oui, très rapidement. On dit qu'il y a eu flagrance, mais je suis juriste. J'ai été magistrat. La flagrance se constate hic et nunc à ce moment-là. On ne peut pas attendre le lendemain pour parler de flagrance. Et on le met comme un enfant devant
Donc déjà, eux, ils étaient à Washington à l'époque et que les injonctions proviennent de Washington. On savait très bien. Madame Toumabouacha, Oui. vous n'allez pas nous dire que vous venez de découvrir que le Congo n'est pas un état de droit. Mais non. Non, pas d'accord. du tout. Vous êtes magistrate, Oui. vous avez été magistrate, Oui, tout à vous êtes fait. professeur de droit. Oui. Maintenant, le cas de Ewanga, cas très malheureux, vous savez bien qu'il y a des milliers et des milliers absolument. de citoyens qui sont dans cette situation-là. Nous le Donc le déplorons Congo n'est aussi. pas dans un état de droit, vous le saviez, et comment se fait-il que le cas des Ewanga, naturellement il est votre secrétaire général, vous touche, c'est normal, mais je ne vous entends pas dire que la justice est très très mal Ah oui, mais je l'ai dit, servie au Congo. afféodée. La justice est afféodée, mon ami. J'ai été magistrat. Les injonctions que nous recevons, mais d'une manière On a compris. intraitable. Donc, on va voilà. laisser réagir docteur. Oui, Mounga voilà. Mounga. Donc, elle est afféodée et vraiment, même, pas seulement pour le cas des Wanga, mais pour les autres aussi. En tout cas, il n'y a pas de justice dans notre pays. Jean-Jean Il faut que ça Moungani, change. alors, pour le MLC, évidemment, la Oui. bonne nouvelle, ça a été la libération de Fidel. Fidel Babala, de Maître Kilolo. hein, et consorts. D'abord, votre sentiment, évidemment, hein, par Oui, rapport d'abord, à cet j'aimerais événement. dire un petit mot par rapport à l'arrestation du secrétaire général Ewanga. Le MLC a condamné parce qu'il est inadmissible qu'on arrête un haut cadre d'un parti politique d'opposition. Mais voilà, c'est pour ça que le MLC met dans ses priorités, demain, si l'opposition reprend les rênes du pouvoir, c'est de moderniser, de revoir réellement le fonctionnement de la justice dans notre pays, parce que ce n'est pas du tout normal. On peut se poser la question, comme ça vient d'être dit, s'il n'y a pas eu une volonté d'inféoder ou de museler le parti de Vital Kamerhe. D'autres leaders politiques dans notre pays ont eu des mots beaucoup plus durs, mais vu leur poids politique national et international, ils n'ont jamais été inquiétés outre mesure. Quant à la libération de Fidel Babala, c'est une grande joie pour les Congolais, c'est une très grande joie pour les militants du MLC, comme vous savez. Vous savez que malgré le refus de cet appareil judiciaire de recevoir sur la terre congolaise un élu et un fils de ce pays, la Cour pénale internationale a jugé bon, malgré le refus à 2 reprises du ministère de la Justice, de libérer Fidel Babala et de le remettre en RDC, pays dans lequel il a été arrêté. C'est dommage, ça prouve à suffisance qu'autant que ceux qui sont à la manette de pouvoir n'ont aucune volonté d'aller même dans le sens de la logique, dans le sens du droit. Et c'est pour ça que je me pose des questions réellement, s'ils iront même dans le sens d'organiser des élections libres, crédibles et démocratiques. Oui. Raison que je reviens qu'il faut que, acteurs politiques de ce pays, qu'on puisse parler avant, sinon nous irons droit vers les échauffourées avec des conséquences nuisibles pour Merci docteur. Le temps ne nous permet pas de développer d'autres sujets, mais je vais demander à M. Félix Tshisekedi le retour de Moïse Katumbi à Lubumbashi. Vous avez quelque chose, une appréciation? Non, mais c'est quelqu'un qui rentre dans son pays. Pourquoi est-ce que je devrais commenter sur... Parce qu'on en parle dans la presse. Vous ne voulez pas dire que ça vous a laissé indifférent. Vous avez consulté la presse, vous avez lu qu'il y avait pas mal de sujets qui en ont parlé. Est-ce que les images de son accueil à Lubumbashi vous ont interpellé, par exemple? Mais nous, on le savait depuis 2011, lorsque notre président a fait, avant la campagne électorale... Une tournée formidable C'était une tournée qui a fait comprendre que, contrairement à tout ce qu'on disait, le Katanga n'est pas le bastion, ou n'est plus, en tout cas, le bastion de Joseph Kabila. Ça se confirme avec, la tournée que nous avons effectuée nous-mêmes il y a quelques semaines. Et le qui fait partie des événements de l'année, il faut le rappeler. Merci. Et le retour, j'étais très modeste. Je voulais pas... La tournée de Félix Tshisekedi. Je voulais qu'il en parle. Et donc, le retour de Moïse Katumbi et son discours, qui marque carrément une nette Vous avez compris l'histoire des pénaltys? Oui, forcément. Il parle des élections de 2006 d'abord, et puis celle de 2011. Et maintenant, il parle sans le savoir, mais il a dit, le 3e pénalty, c'est pour éviter que ce soit... Que la population descende. C'est la tenue du dialogue. Donc, mais il y a 2 points importants, M. Tshisekedi. Qu'un haut cadre du PPRD dise publiquement qu'il y a eu 2 pénaltys trichés,
Voilà. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il y a eu 2 tricheries. Et pas n'importe lequel, parce qu'il est gouverneur de province, de la province du Katanga. Donc en 2011, il était là, et il est très bien placé pour pouvoir confirmer ce que Donc nous il a savons. contribué à orchestrer la fraude en ce moment-là dans la province. Et s'il le dit... Ou simplement, il en a été témoin. Il en a été témoin. Et donc nous le prenons à témoin parce que demain, on va brandir ça devant la nation congolaise. Benjamin, ça dit ça, Et c'est un espoir, je pense, quelque part. D'accord. Non, c'est très bien, c'est très bien. Apparemment, il y a quand même quelques doutes quant à la sincérité de la démarche de Moïse Katumbi. Vous qui avez vu ces images, est-ce que vous pouvez aujourd'hui affirmer qu'il a bien rompu avec Joseph Kabila et que le Katanga a peut-être basculé ailleurs? Ça, c'est sûr. Donc, les discours qu'il a tenus, c'est nul doute qu'il a coupé le pont. Ça, il faut... Quand je vois encore des gens douter sur la sincérité de sa démarche, ça m'étonne encore. Hein, parce qu'on sait très bien que le régime, ça, on a un régime brutal. Ça, on a un régime brutal qui est en place. Et je crois que l'opinion, on sait que l'opinion, on n'a pas vu l'ombre de Joseph encore à Kinshasa. J'ai encore eu des nouvelles au niveau du protocole d'État. Il a annulé tous ses rendez-vous. Ça fait plus d'une semaine. Enfin, ce sera une semaine demain. Donc, il déprime. Enfin bon, ça on ne sait pas. Mais est-il qu'il va de ferme en ferme. Donc il est dans la logique d'un ancien guerrier. Il se demande par quel bout prendre ce petit gouverneur, entre guillemets. Donc on est dans un schéma dans lequel je crois que ça va déboucher dans une violence qu'il ne pourra pas maîtriser, puisque on voit que Moïse Katumbi semble bien l'ignorer. Et j'ai vu des images de samedi passé, il a inauguré des ponts et tout ça. Il va qu'à ses occupations comme si de rien n'était. Et pourtant, ce qu'il a dit, c'est grave, puisqu'il a carrément dit que Joseph Kabila doit partir, sachant que Joseph est dans sa province. Moi, j'aimerais dire juste très rapidement une chose. Je ne crois pas du tout à cette assertion-là qui consiste à dire oui, il faut faire attention, il est en train de se préparer. Non, au contraire. Moi, je crois que Joseph Kabila est KO debout. Parce que pour les avoir expérimentés, je sais comment fonctionnent les dictateurs. En fait, un dictateur base son assise sur la terreur. Et à partir du moment où vous montrez au dictateur, avec vos maigres moyens, bousculer des certitudes, en fait. Vous lui regardez en face pour lui dire « j'ai pas peur de vous, vous devez partir », c'est lui, la peur change de camp. Elle va en fait dans son chef. Et donc, plus on sera nombreux à dire à Joseph Kabila qu'il n'est pas à sa place et qu'il doit partir, plus nous sommes certains qu'il partira. Alors, professeur Ntouma-Boatia, est-ce que, et je pose la même question à Jean-Jacques Mbongani, comment est-ce que l'opposition peut capitaliser sur ce qui s'est passé à Lubumbashi? Est-ce que vous, à l'UNC, et vous, au MLC, est-ce que vous seriez disposé, dans cette stratégie de rapprochement, justement, de créer les conditions d'une synergie? Même question pour vous, Félix Tshisekedi. Mais absolument, puisqu'on a le même dénominateur commun en ce moment. C'est le départ de M. Kabila. Si le MLC est dans le même schéma, l'UNC est dans le même schéma, l'UDPS dans le même schéma, le dénominateur commun est le même. Donc, à soutenir Moïse Katumbi? Soutenir Moïse Katumbi, ce qui nous rejoint. S'il manifeste des ambitions. De revenir dans l'opposition, qui vient dans l'opposition. S'il manifeste tout simplement des ambitions. Mais parce que le dénominateur commun est le même. On nous a parlé ici de l'unité de l'opposition. Pourquoi pas? S'il vient dans l'opposition et qu'il vient avec ce langage-là, ferme, concis et clair, sans arrière-pensée, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, je dis simplement qu'il faut absolument que nous arrêtions nos petites guéguerres de nos agendas cachés dans l'opposition pour qu'on puisse parler le même langage, tout simplement. Surtout que nous déjà, rapidement, je sais qu'on est pris de court, quand M. Kamere a décidé de quitter le PPRD en 2009, il était vilipendé, etc. Pourtant, son discours est constant jusqu'à ce jour. Donc, si quelqu'un prend conscience aujourd'hui qu'il est du mauvais côté et qu'il veut revenir sincèrement et qu'on le juge sur ses actions et sur ses paroles, pourquoi pas? Donc vous appelez pas mal de personnes qui sont de l'autre côté à vous rejoindre sans tarder. Mais le bon sens l'exige. C'est une question d'hygiène mentale. À mon sens, le divorce est consommé.
tout au moins la séparation est établie, parce qu'il faut voir ce week-end à la RTNC la cabale qu'il y a eu contre Moïse Katumbi par un monsieur Lushima qui est un journaliste avec un pasteur, un ancien de Bruxelles. En tout cas, ce sont des loups de Mende. Ils ont descendu Moïse Katumbi à la télévision. Ben voilà. Mais de l'opposition, nous sommes toujours ouverts. Quand il a fallu accueillir M. Kamere à l'époque comme nouveau venu dans l'opposition, ben, tous les partis politiques ont discuté avec lui. Si il en fait la demande, je pense, et je peux le dire, aucun parti politique sérieux ne refusera de discuter avec ceux qui veulent rejoindre la raison. Il s'agit de grossir le rang de la raison. On ne peut pas alimenter la guerre du leadership, par exemple, sachant non, le leadership, ce n'est pas le but. Le vrai leadership, c'est celui de sauver le peuple. Mais vous savez très bien que c'est un des grands problèmes, justement, de l'opposition, cette querelle de leadership. On arrive à se dépasser. Non, je vais vous dire, la gestion des ressources humaines est un talent que tous les acteurs politiques doivent intégrer, mais dans notre pays, il y a une chronologie, même dans la guerre de l'opposition. Il y a une chronologie, il y a des partis politiques qui sont en tête de l'opposition. Il y a l'UDPS, il y a le MLC, il y a l'UNC, et d'autres viennent par après. Dans cette guerre, il faut quand même reconnaître ceux qui ont commencé avant. Il faut aussi reconnaître ceux qui ont tapé fort pour qu'aujourd'hui on parle encore de démocratie. Il faut aussi reconnaître ceux qui viennent avec du renouveau. Il faut aussi reconnaître la popularité de ceux qui sont peut-être de l'autre camp, mais qui sont en désaccord. Oui, il reste un sujet, hein, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il reste 10 minutes, je crois qu'il y avait une question. La même question pour moi. La même question pour Félix, en effet. Ouais, parce que qui a un temps de parole assez énorme déjà. Oui, d'accord, je vais essayer de le je vous en prie. Pour permettre aux autres aussi de s'exprimer. Donc, je vais dire, une telle convergence est possible, mais il faut que l'on se fixe des principes, que l'on respecte en restant constant dans la revendication de ces principes. Et je pose là 3 questions. Est-ce que les autres partis accepteraient de reconnaître que c'est Étienne Tshisekedi qui est actuellement le président élu de la République démocratique du Congo et de venir derrière lui en taisant leurs ambitions? Est-ce que les autres partis politiques accepteront de retirer ou de renier leurs députés qui siègent au Parlement? Est-ce que les autres partis politiques accepteraient de dire, comme à l'UDPS, que Joseph Kabila doit partir maintenant et non pas en 2016 parce qu'il usurpe un mandat? C'est ça les vrais problèmes. Mais vous avez un groupe parlementaire qui a signé une déclaration. Oui, mais vous connaissez les problèmes qu'il y a. Nous n'avons pas béni. Oui, mais c'est aussi un pied dedans, un pied dehors. C'est quand même un groupe qui vous a rendu. C'est un groupe qui vous a rendu quand même service, dans le sens où vous êtes représenté au Parlement, même si vous ne reconnaissez pas, vous ne reconnaissez pas la légitimité, mais vous ne reconnaissez pas la légitimité de ce Parlement. Mais de là à nous dire que vous ne reconnaissez pas ce groupe parlementaire, non, mais ça a été, il faut un acte concret. Ça a été dit officiellement. Alors, vous les excluez officiellement, mais vous ne les laissez pas remplir des documents au nom de l'UDPS. Ils n'ont pas été exclus parce qu'ils ont posé un acte. Je crois que ça, c'est un autre débat que vous risquez d'ouvrir. Ce n'est pas un autre débat, c'est un débat important. Vous risquez de l'ouvrir parce que moi, j'étais sur autre chose, la question que vous avez posée. Non, mais c'est une question de cohérence aussi. C'est une question de cohérence. Non, la cohérence est là. Écoutez, le président dit, notre président dit, je n'ai envoyé personne siéger à l'Assemblée. On est quelques-uns à obéir et d'autres passent outre ce mot d'ordre. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas les empêcher de siéger au nom de leurs électeurs. Mais ils portent le nom du DPS. Oui, mais parce qu'au moment où ils faisaient la campagne, c'était au nom du DPS. Donc ils peuvent aller là-bas, mais pas avec la bénédiction du parti, et le parti le dit. Est-ce qu'ils reversent l'argent voilà, au déjà, parti? Ça, ils ne le font pas. Voilà, maintenant, c'est ça que j'allais dire. Donc, maintenant, à partir du moment où ils sont là-bas, évidemment, sous l'étiquette de l'UDPS, ce n'est pas eux qui l'ont inventé, c'est comme ça. Ils ont fait campagne sous l'égide ou l'étiquette de l'UDPS, donc forcément, quand ils réussissent, ils se font élire, ils sont de l'UDPS. Mais l'UDPS ne bénit pas leur action, ne bénit pas le fait qu'ils aient été siégés. Donc ça veut dire qu'ils vont à contre-courant, ils nagent, ils sont à volo, comme on dit. Donc il n'y a pas de soubassement. Donc, reconnaître que... Non, je pose la question, oui. Est-ce que... Président élu. Oui, Étienne Tshisekedi, président élu, on est d'accord? Est-ce que on est d'accord de retirer les parlementaires qui siègent au nom de ces partis politiques-là du Parlement?
est-ce qu'on est d'accord que Kabila doit partir maintenant et non pas en 2016? Parce qu'on a entendu certains partis politiques dire « Ah bon, tout compte fait, nous, on attend sagement 2016 quand il va partir. » C'est assez contradictoire. Je prends le troisième point. Vous dites que M. Kabila doit partir maintenant. Et d'autre part, vous appelez au dialogue. S'il doit partir maintenant, pour dialoguer. Parce que votre entendement du dialogue, et je crois, et c'est pour ça qu'il faut réexpliquer, c'est peut-être un déficit d'explication qui nous incombe là. Et donc, il faut que nous fassions un effort de ce côté-là. C'est parce que votre entendement du dialogue, c'est celui de croire que c'est un partage d'amabilité, de Marocains ministériels, etc. Non, loin de là. Loin de là. Nous voulons du dialogue parce que nous pensons que la communauté internationale, qui était assez réticente à l'idée que Étienne Tshisekedi était le vrai vainqueur des élections 2011, maintenant elle nous rejoint et que ensemble on peut dire à Joseph Kabila, pacifiquement, j'insiste, de partir. Alors, je crois qu'il nous reste combien, 5 minutes à peu près, 5 minutes à peu près. Alors, très rapidement, on va faire un dernier tour de table. Je me tourne vers vous, Benjamin Stanislas Kalombo. Le cantonnement des FDLR à Kisangani, un ultimatum donc a été lancé pour que les derniers résistants puissent déposer les armes. Comment avez-vous vécu la décision des autorités congolaises comme ça de regrouper ces anciens combattants et leurs familles, sachant par ailleurs que dans le même temps, il y a 2 700 000 personnes déplacées en RDC? Oui, donc merci pour soulever ce point. Ça prouve, en tout cas de notre point de vue, que le régime gère mal cette affaire. Parce que c'est de la responsabilité, il faut se le dire, la présence de ces miliciens rwandais, c'est de la responsabilité du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais, à l'époque de Mobutu, a ouvert la frontière aux civils et aux militaires avec armes et munitions. Donc, raison pour laquelle c'est trop facile de jeter des pierres sur la communauté internationale, mais il y a en principe continuité de l'État. Donc on voit que le gouvernement actuel gère mal cette situation. Elle a d'abord essayé de les déplacer dans la province à l'Équateur d'abord, et ça a été refusé par la population de manière violente. Et ils ont tâtonné et puis ils atterrissent maintenant en province orientale. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. S'ils doivent expulser ces miliciens, ils doivent le faire. Ces gens-là sont des Rwandais. Le Rwanda, c'est pas sur une autre planète, c'est juste à côté. Ils doivent les expulser s'il faut. Et si ils n'arrivent pas à le faire, alors il faut des mécanismes. Soit ils se font réfugier, c'est un droit, ils demandent un droit d'asile, ça existe. Au cas par cas, ils restent au Congo. Le Congo est assez vaste. Quand on demande l'asile, il y a une réponse favorable ou pas. Je veux le dire clairement. Soit humainement, on propose à ces gens-là de se faire réfugier. Il y a de la place au Congo, il faut le dire. Pour le développement du Congo, il faut absorber une population étrangère. Donc vous êtes prêt que l'on absorbe toute cette population? Bien sûr. Il ne faut pas se leurrer. Le Congo est vaste. Avec 65 millions d'habitants, le développement du Congo... Ce sont les arguments que les étrangers font pour pouvoir rentrer au Congo. Bien sûr. Professeur Ntumba Boatia. Pour moi, il faut ouvrir la frontière, qu'ils viennent. Votre position, très rapidement. Moi, je dis, voilà encore une belle démonstration de manque de gestion, de manque de maîtrise du gouvernement par rapport à la situation des cantonnés qui sont province orientale, à Kisangani. Donc je ne peux rien dire de plus qu'il est temps absolument que le gouvernement prenne ses responsabilités par rapport à cette problématique qui va nous, excusez-moi, j'allais utiliser le terme, qui va nous suivre, nous sauter, exploser comme un ballon de baudruche, et à ce moment-là, on n'aura plus que les yeux pour pleurer. Donc il faut faire très attention. En réalité, le problème d'FDLR est plus complexe que ce que j'entends ici, parce qu'ils ont été manipulés, utilisés depuis longtemps, à un moment par Laurent Désiré Kabila, par des compagnies étrangères installées à l'est de notre pays pour des raisons économiques. Donc, et maintenant, pourchassés par le régime de Kagame, et ceux qui ont accepté de rentrer
Au Rwanda, on connaît leur sort, donc ça dépasse la RDC. Autant que la RDC a quand même, via ses différents présidents, entretenu la FDLR, il faut le reconnaître à un moment donné, et puis à un moment donné, on les a stigmatisés comme des ennemis numéro un parce que responsables des viols. Mais maintenant, la problématique est tellement complexe qu'il faudrait associer quand même la communauté internationale. Non, je voulais juste rajouter avec les expulsions du Congo-Brazzaville, les Congolais qui n'étaient pas bien vus dans d'autres pays, au Congo-Brazzaville en l'occurrence, on les a mis dehors sans pouvoir chercher à savoir ce qu'il en était. À vous, Henri. Alors, c'est ici pour nous, évidemment, de vous remercier pour l'attention que vous avez bien voulu prêter à cette rétrospective consacrée à l'année 2014. Nous avons évidemment été très heureux de recevoir nos 4 invités. Félix Tshisekedi, qui est le secrétaire national aux relations extérieures de l'UDPS, M. Benjamin Stanislas Kalombo, qui est président de la PRODEC, le professeur Nicole Ntumba-Boatia, secrétaire fédéral de l'UNC Belgique, et le docteur Jean-Jacques Mbungani, représentant MLC Benelux. Merci infiniment à notre hôte du jour, Ramsès Ramazani, directeur général de Matonge TV. Eh bien, quant à moi, je vous souhaite une fois de plus une bonne année 2015 et je vous fixe rendez-vous très bientôt pour de nouvelles analyses. À la prochaine.